Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur femininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Alors aujourd'hui, dans l'émission, dans le podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, quelqu'un pour nous éveiller la conscience qui est Thierry Casasnovas, que l'on apprécie beaucoup à la rédaction de Féminin Bio et qui est à la page en ce moment qu'on voit dans un documentaire qui s'appelle Régénération. Bonjour Thierry. Bonjour Anne et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Alors pour ce troisième podcast, on va balayer le sujet qui est ne pas ignorer les lois du vivant pour grandir en sagesse. Alors dit comme ça, il faut peut-être un peu répéter le sujet parce que déjà les auditeurs vont se dire mais ça veut dire quoi ignorer les lois du vivant pour pouvoir grandir en sagesse? Mais bien souvent finalement nous balayons, nous oublions, nous coupons des lois naturelles, des lois qui régissent en fait cette vie. Et ça nous entraîne dans une forme de déséquilibre. Je ne sais pas si on peut expliquer le sujet comme ça. Alors, pour un petit peu aussi cerner ce sujet, Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là, finalement, à nier les lois du vivant? Et puis ensuite, on peut revenir sur quelles seraient les lois du vivant. Écoute, je vais te donner une réponse qui m'est propre. J'espère qu'elle te conviendra. Je pense que on s'est laissé griser par notre technologie et notre intellect. À titre personnel, j'ai quand même l'impression de plus en plus que il y a eu une époque, pas si lointaine que ça, où on est sorti de l'état d'humain qui révère un dieu ou une transcendance, en tout cas qui les dépasse d'une certaine manière, qui se place dans une posture relativement humble, à l'humain qui révère sa propre intelligence et sa propre technologie, la science, qui est devenue malheureusement, parce que moi je suis un scientifique de formation, donc j'ai rien contre la science, contre l'intellect, contre la technologie, au contraire, je l'utilise au quotidien. L'important c'est quelle place on lui donne. Et je pense qu'il y a un moment où l'homme a pensé pouvoir s'abstraire complètement des lois naturelles qui le déterminent. Et force est de constater que ça ne marche pas. C'est-à-dire que on a beau avoir un déploiement extraordinaire au niveau technologique, on est face à des challenges en termes de santé qui ne se résolvent pas par la technologie. Et je pense que c'est à ce niveau-là que se passe la césure et le gros problème. C'est quelle attitude a-t-on par rapport à ce qui nous entoure, au vivant, à la vie, et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce que j'appellerais moi la création, c'est-à-dire par rapport à tout notre environnement. Comment on se positionne par rapport à ça? Je pense que c'est la grande césure. Est-ce que tu as l'impression que je réponds à ta question? Oui, absolument. C'est vrai que, alors je le rappelle pour ceux qui ont pas écouté les épisodes précédents de ces podcasts, c'est que tu es de formation scientifique, tu as une maîtrise de physique. Effectivement, tu dis que ce sont vraiment des questions aussi que tu t'es posées, toi, intrinsèquement, à la fois pendant ta formation et puis quand tu as vécu ce que tu appelles cette dégénérescence, cette descente aux enfers et que tu as touché de très près la maladie et puis peut-être même tu as approché la mort. Tu t'es vraiment posé ces questions sur de ce qui régit finalement les lois du vivant à ce moment-là. J'imagine que ça a été particulièrement fort pour toi. Oui, ça a été particulièrement fort et surtout j'ai compris que ces lois du vivant, déjà premièrement il fallait les connaître parce que si on ne les connaît pas, on ne peut pas choisir de façon délibérée de les respecter ou de ne pas les respecter. Mais que une fois qu'on les connaissait, si on choisit de ne pas les respecter, c'est partir contre un mur. C'est-à-dire que la vie a des besoins et on peut, parce que le vivant est adaptatif, l'humain est adaptatif, on peut
ne pas les respecter pendant un certain temps. Il y a une forme d'élasticité, de souplesse. Mais que si on vit en dépit de ces lois pendant trop longtemps, eh bien, ça nous retourne à la figure immédiatement. Il y a une loi de cause et de conséquence qui est immédiate. Si tu ne dors pas, c'est pas la peine de vouloir aller chercher des tas de compléments alimentaires. Si tu ne dors pas, rapidement, il y a énormément de manifestations physiologiques à l'échelle de ton corps qui vont être simplement liées au fait que tu ne respectes pas cette loi du repos. C'est amusant parce que il y a quelqu'un qui a été bien mis en exergue là il y a quelques années, c'est le PDG de Tesla, de l'entreprise Tesla, qui s'appelle Elon Musk. Et je me souviens même, un ami m'avait offert le livre d'Elon Musk, qui était quelque part l'apologie d'un self-made man, quoi, de l'homme du 21e siècle, super, qui travaille tout le temps, qui a 3 téléphones portables dans la poche, et qui réussit tout, et qui brasse des millions, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on voit? Le pauvre malheureux Elon Musk, maintenant, il est sous sédatif, il est sous somnifère, il reconnaît lui-même qu'il est déprimé, qu'il est au bout du rouleau, parce qu'il n'a pas respecté les lois du vivant. Tout Elon Musk qu'il est, tout génial qu'il est, c'est certainement un entrepreneur extraordinaire, sauf que à un moment, il y a eu cette espèce de rêve prométhéen, hein, où tu sais, le rêve d'Icare, quoi, qu'on caresse tous, hein. On se croit tout puissant, on pense qu'on peut voler à l'échelle, au niveau du soleil. Mais non, on y a des lois, et ces lois, elles nous déterminent. Donc, vouloir jouer contre les lois, c'est du suicide, quoi. C'est vouloir jouer contre nous-mêmes. Et je pense que, à notre époque, on est grisé, je pense, d'une certaine manière, par nos prouesses technologiques qui sont réelles. C'est extraordinaire. Quand tu vois le téléphone portable, c'est extraordinaire, mais les lois du vivant s'imposent à nous, malgré tout. Oui, on est devenu finalement asynchrone, et il y a une forme d'accélération. Nos organismes biologiques ne peuvent pas suivre cette accélération. On n'est pas quelque part programmé pour pouvoir la gérer, hein, finalement, dans notre état d'être. Et pourtant, on essaye de pédaler aussi vite que cette accélération. Alors, comme tu dis, c'est extrêmement aussi grisant, c'est addictif. Tu parlais de Elon Musk, mais on peut parler aussi peut-être de Steve Jobs, tu vois, qui sont effectivement ces espèces de génies visionnaires, précurseurs incarnés, et qui en même temps, je crois qu'il est mort d'un cancer, il me semble, dans le cas de Steve Jobs. C'est vrai qu'on sait que dans beaucoup de cas de cancer, le rythme de vie, la tristesse, le stress a quand même une part. Hein, ce sont des facteurs assez importants dans le déclenchement de la progression de la maladie. Alors, comment faire pour un peu rétro-pédaler, parce que et puis en plus, nous, on est une génération, on n'est pas né avec les téléphones, les ordinateurs dans la main et cette accélération. Mais les générations qui arrivent, moi je le vois sur mes enfants, et puis toi certainement les tiens sont plus petits, mais malgré tout, ils sont complètement, on peut dire, fascinés, comme nous le sommes d'ailleurs en tant qu'adultes, par la technologie et cette accélération grisée. Oui, absolument. Et il y a une donnée qui est très très intéressante. J'étais tombé dessus il y a quelques temps. Il disait que les 20 dernières années ont vu plus d'innovation technologique que toute l'histoire de l'humanité précédente. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on a eu plus de création. Donc, on est dans une accélération folle. On est dans ce que j'appelle, moi, une société catabolique. Le catabolisme, c'est le fait de consommer les ressources. Donc, quand tu consommes une ressource, bon, premièrement, ta ressource, tu ne l'as plus. Et deuxièmement, puisque tu la consommes, toute consommation de ressources produit des déchets. Et c'est vraiment la problématique de notre société. On voit épuisement des ressources, alors que ça soit les ressources fossiles, mais aussi les ressources humaines, hein, puisqu'on te parle de stress au travail, de burn-out, de suicide, d'épuisement. Et en même temps, production d'énormément de déchets. Déchets liés à la surconsommation de pétrole, par exemple, toutes les pollutions atmosphériques, ainsi de suite. Déchets nucléaires, on ne sait pas les traiter. Et puis même des déchets au niveau humain, c'est-à-dire des gens qui sont complètement épuisés, dont on ne sait plus quoi faire, qui ne sont plus utiles à cette société. Et c'est vraiment la caractéristique de cette société. On va vite, on va très très vite, et surtout, on ne sait pas trop où on va. C'est amusant. Il y a un morceau là il y a un morceau du rappeur Eminem là que j'aimais beaucoup qui s'appelle Nowhere Fast. C'est-à-dire, on va de nulle part et très vite. Mais la caractéristique de l'époque, c'est que parce qu'on y va très vite, on a l'impression que ça a du sens. Et effectivement, les générations qui naissent actuellement, avec les téléphones portables, il y a encore une accélération du catabolisme, et nos organismes ne sont pas faits pour ça. C'est-à-dire que la réponse que je vais te donner, c'est pas il y a des succès d'années, c'est on n'est pas fait pour ça. S'il n'y a pas un choix délibéré de la personne à un moment ou à un autre de dire mon téléphone portable à certains moments de la journée, eh bien, il est sur veille, il est sur mode avion parce que je dois consacrer du temps au repos, je dois consacrer du temps à ma famille, je dois consacrer du temps aux autres qui m'entourent, à une activité artistique, à une activité de méditation. S'il n'y a pas un acte délibéré,
les machines ne le feront pas pour nous. Les machines sont programmées pour fonctionner. Elles sont pas faites pour réfléchir à notre place. Et c'est vrai que chaque fois que nous avons un téléphone portable, par exemple, c'était amusant parce que la dernière fois, j'assistais à une réunion, tu avais quelqu'un qui prenait son téléphone et il le pose sur la table en arrivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis plus attentif à ce qui se passe sur mon téléphone portable qu'à ce qui se passe autour de moi. Bon, bien sûr, la personne te dit, oh, je vais pas y répondre à mon téléphone. Non, mais ça veut dire quand même qu'elle lui donne une importance. On est fasciné, on est absorbé par ça. Et sans une démarche délibérée, et ça existe, tu vois, des petits programmes sur les téléphones qui te disent, à 8 heures du soir, le téléphone, il s'arrête. Et maintenant, je ne suis plus disponible pour le téléphone. Je suis disponible pour ma famille, pour mes enfants, pour moi, pour mon travail personnel, ma créativité. Mais sans une démarche personnelle engagée, et d'autant plus engagée que les sollicitations à côté sont très fortes, parce que tu vois bien, on écrit des biographies d'Elon Musk, on n'écrit pas la biographie de quelqu'un qui a été au RSA toute sa vie. La société valorise des gens qui ont fait énormément, même si ça leur a coûté la vie. C'est dur, il faut vraiment se positionner individuellement. Oui, alors effectivement, dans le film Régénération, dont tu es un des protagonistes principaux, tu parles de cet épuisement dont tu viens de parler, de la ressource humaine, hein, des ressources en général. Et j'adore ce parallèle que tu fais avec la ressource humaine. Et vraiment, on sent que les humains, nous vivons une pollution nerveuse. On épuise les gens, on les essore et on se laisse épuiser et essorer, puisque nous ne sommes jamais déresponsabiliser, hein, et on essaye de pas se positionner en victime, ce qu'on disait dans les épisodes 1 et 2 de ce podcast. Pas évident quand même à gérer cette spirale infernale. Non, pas évident du tout, du tout, du tout. On est responsable et je pense que c'est très important parce que tout le monde peut choisir de changer de vie, même quelles que soient tes ressources et ainsi de suite. Il y a des tas d'exemples d'individus qui à un moment ou à un autre sont partis, sac au dos ou quoi que ce soit, donc c'est possible. Après, ce n'est pas facile, c'est évident, mais non, c'est pas évident, c'est pas évident. Et comme je te dis, le problème surtout, c'est que tout notre imaginaire est sculpté par cette accélération. C'est-à-dire que les films actuellement, la plupart des films, ce sont des films d'hyperaction, dans lequel cette accélération est toujours valorisée. Ils sont rares les films dans lesquels on est dans de la contemplation, dans lesquels on est dans la satisfaction du peu de choses. Ils sont rares et même quelque part on les considère d'une manière un peu niaise. Tu sais, c'est un peu, ouais, on dit, c'est un peu gentillé, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail de colonisation de notre imaginaire par la société de l'accélération. Et le seul moyen de contrecarrer ça, c'est de créer du contenu qui pousse aussi à prendre le temps, à respirer, à se poser, à valoriser ça et à le valoriser. Quand on parle de transmission à l'échelle de nos enfants, de ne pas être toujours en train de les pousser un maximum et de valoriser aussi quand un enfant te dit j'ai pris du plaisir à faire ça en prenant le temps et de pas toujours le ramener en disant oui mais non ça a pris trop de temps, c'est trop lent. Non, c'est son temps à lui et c'est le temps qu'il lui faut, mais c'est une résistance au quotidien, c'est clair. Alors c'est vrai que dans ce constat que nous sommes en train de faire, qui est un peu noir, mais qui est une réalité, dans le film Régénération, on entend Joël de René parler d'épigénétique. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que l'épigénétique est influençable sur le court terme. On peut vraiment influencer le gène et finalement assez rapidement. Et ça, je me dis que c'est aussi, à contrario, une bonne nouvelle. C'est-à-dire, et puis, il n'y a qu'à le voir, les enfants, quand on les réintroduit dans la nature et qu'ils ont été séparés ou sur les écrans longtemps, assez rapidement, ils reconnectent, on les met au bord d'une rivière, ils se mettent tout de suite à rejouer avec l'eau, à imaginer des jeux et tout. Et ça veut dire qu'on a ça évidemment en nous depuis des milliers d'années, des millions d'années. Donc nous sommes quand même programmés pour ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, mais c'est une excellente nouvelle. Et je confirme ce que tu dis. Heureusement pour nous, des fois on me dit, voilà, alors pendant 20 ans, j'ai mené une vie complètement à côté des lois naturelles. Est-ce qu'il va me falloir 20 ans pour revenir? Je dis, non, rassure-toi, heureusement. Et ça, pour moi, ça fait partie encore de la grâce que d'être vivant. C'est-à-dire que tu n'as pas à rendre des comptes au niveau de ce que tu as fait comme erreur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on pourrait dire, pendant un an, tu as fait n'importe quoi, donc il te faudra un an pour te rétablir. Mais non, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ça fait partie du cadeau qu'est la vie. Donc oui, les besoins vitaux, ils sont en nous. Souvent, on voit que des personnes qu'on remet dans un rythme, on va dire plus naturel, plus adapté aux besoins vitaux, que ça soit au niveau du cadre de vie ou de l'alimentation, il va y avoir un petit moment où la personne est désarçonnée. Ça va être, si tu changes d'alimentation, ce qu'on appelle des crises de nettoyage. Si tu la changes de contexte, ça va être un petit moment où la personne, elle peut passer par une phase même de déprime un petit peu, tu vois, le temps que, elle se remet en adéquation avec le nouvel environnement. Mais une fois qu'elle y est, après,
elle s'habitue. Elle s'habitue. Moi, je le vois beaucoup parce que j'habite, j'ai fait le choix, je dirais pas que j'ai la chance, parce qu'en fait, c'est un choix délibéré. J'ai fait le choix d'habiter perdu dans la montagne, comme diraient certains, au bout d'une longue piste qu'il faut prendre pour arriver chez moi, dans les montagnes catalanes. Et je sais qu'il y a parfois des personnes qui viennent nous rendre visite, et au début, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bruit, enfin, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage public et tout. La nuit, elle est noire. La nuit, elle est remplie du bruit des animaux, et il y a pas, et je vois des personnes qui, les premières nuits, sont un petit peu inquiètes et stressées par ça. Mais très rapidement, d'un seul coup, ils arrivent dans le rythme de la maison, qui est un rythme relativement cool, et ils prennent goût, et après, ils veulent plus repartir. Plus repartir. Ils me disent, on est comme des poissons dans l'eau. Donc oui, on y revient très rapidement, c'est certain. Heureusement. C'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors justement, toi, à titre personnel, comment tu fais? Parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'interviewer Christophe André, qui est ce psychiatre spécialiste de la méditation en pleine conscience, bien connu des Français, et qui prône finalement un calme et tout ça, et qui a malgré tout une vie quand même assez trépidante. Déjà, il écrit beaucoup de livres, il est sur la scène, il est extrêmement sollicité. Et donc, je fais le parallèle avec toi, qui aujourd'hui a une vie quand même trépidante entre tes ateliers, tes formations, tes vidéos sur YouTube, là maintenant le film. Comment est-ce que tu arrives à gérer finalement le fait que maintenant l'environnement extérieur, mais que tu as créé, puisqu'on crée toujours ce qui nous arrive, finalement te sursollicite? Comment tu fais face et tu arrives à ne pas ignorer les lois du vivant et à te l'appliquer à toi-même pour rester zen, tranquille et paisible? Alors, bon, déjà, pour te rassurer, je ne suis pas toujours zen, tranquille et paisible. Donc, premièrement, je n'y arrive pas parfaitement. Donc, je vais pas me poser en modèle. Il y a des moyens pratiques très efficaces pour moi. Moi, je connais la méditation. J'ai passé beaucoup d'années à pratiquer la méditation. Ce n'est pas actuellement la voie que je privilégie, mais c'est une forme de méditation. J'utilise beaucoup d'exercices respiratoires. Pour moi, la respiration est vraiment une voie d'entrée. Surtout que on sait maintenant que le système nerveux sympathique, donc le système d'alerte, et le système nerveux parasympathique, le système de calme et repos, sont largement influencés par la respiration. Donc, la respiration, pour moi, est vraiment un exercice quotidien que je pratique et qui me ramène sur Terre, d'une certaine manière. Mais la deuxième chose qui a été vraiment importante pour moi, et c'est bien que tu insistes sur le souffle et la respiration, parce que je trouve qu'on en parle encore très peu. On est beaucoup sur, effectivement, je parle dans notre société en général, hein, sur l'alimentation, sur les pollutions extérieures, intérieures, etc. On parle encore très peu du souffle et de la respiration, et pourtant j'insiste, on vient à la vie à travers le souffle. Le bébé, il aspire pour la première fois, et on dit partir dans un dernier souffle. Il a rendu son dernier souffle. Il a rendu son dernier souffle. Et pourtant, on en parle peu finalement dans nos sociétés, presque comme si le souffle et la respiration étaient un tabou. Oui, on en parle peu, et d'autant plus qu'en plus, dans toutes les traditions spirituelles, il y a quand même des parallèles qui devraient nous alerter. On parle du prana, on parle du pneuma, on parle du ruach chez les Hébreux, et c'est chaque fois le souffle et c'est l'esprit, et il y a une communauté entre les deux qui nous dit bien que là, on a une porte d'entrée. Moi, je vois vraiment le souffle presque comme un ascenseur entre le physique, parce que le souffle est physique, tu peux objectiver le souffle. Quand tu souffles, tu sens le souffle d'air sur tes doigts. Entre le physique et le monde spirituel. C'est presque comme quelque chose qui fait des allers-retours. Et moi, dans le souffle, c'est vraiment ce que je vais chercher. J'ai cherché cet ancrage dans le spirituel tout en étant présent dans le physique. Et c'est une dimension qui est essentielle. Et de toute façon, nos cellules, pour fonctionner, ont besoin d'une grande quantité d'oxygène. Donc, nous sommes des sous-respirants en permanence, et le souffle est une voie d'entrée essentielle. Ensuite, pour répondre à ta question, la deuxième chose que j'ai cultivée au quotidien, c'était l'acceptation de mon imperfection. Si tu veux, au fur et à mesure que j'ai mis en place mes activités, au départ, je voulais être parfait. C'est-à-dire, je voulais répondre à tous les mails, je voulais répondre à toutes les sollicitations, je voulais être de tout temps, et je voulais que les gens aient une bonne image de moi en permanence. Sauf que l'activité augmentant, il y a un moment où je suis arrivé à mes limites. Et je me souviens vraiment d'un soir où j'ai accepté de me dire, il y a des gens qui diront, oh Thierry, il m'a pas répondu, il a pas répondu à ma sollicitation, il a pas été à la hauteur de ce que j'attendais de lui. Et quelque part, accepter ça aussi, renoncer à être parfait, renoncer à être irréprochable. Je dirais même au-delà de ça, renoncer à être quelqu'un de bien aux yeux des autres. Parce que ça, c'est un esclavage qui est monstrueux, en tout cas moi qui me rendait la vie impossible. Et ça m'a libéré, mais tu peux pas savoir. Parce que souvent, et d'ailleurs, quelque part, même ça a tendance à énerver mon entourage, parce que des fois, les gens me disent, ah, Thierry, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Et je dis, voilà, tu te rends compte que je suis pas parfait. Alors, des fois, ils me disent, non, mais c'est trop facile. Mais je dis, non, pars du principe que je fais du mieux que je peux,
mais j'ai aussi des choses à respecter au niveau de mon rythme de vie. Sinon, je sais que de toute façon, je cours droit à la catastrophe. Je peux pas faire autrement. Donc ça a été vraiment une étape clé. Puis la dernière étape clé pour moi, ça a été l'arrivée des enfants. Parce que les enfants, automatiquement, ils te sortent aussi de ton délire de réussite personnelle et le choix d'un cadre de vie dans lequel les rythmes de la nature sont présents et ils s'imposent à moi. Tu vois, moi là, quand je te parle, je pose mon regard sur des centaines d'hectares de forêt tout autour de moi et j'ai des animaux, j'ai des bêtes et ainsi de suite. Et mon travail, parfois, il passe à la trappe parce que il y a un animal qui est malade. Et tout ça, pour moi, c'est hyper important. Ça m'ancre dans le réel et dans le rythme des saisons. Et pour moi, à titre personnel, c'est vital. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu essayes justement de transmettre à tes enfants par rapport à cette spirale et dont on parlait et d'ignorer les lois du vivant? J'imagine qu'ils sont élevés pour l'instant dans la nature. Je sais pas quel âge ils sont encore petits, probablement. Oui, 9 ans et 1 an et demi. D'accord, oui, donc 9 ans, on commence à approcher un peu de la préadolescence, donc effectivement, ils sont plus si petits que ça, enfin, en tout cas l'aîné. Et qu'est-ce que tu essayes de leur transmettre justement dans ton quotidien? Écoute, j'essaie de leur transmettre des valeurs et des principes et non pas des recettes et des contraintes. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de leur donner un ancrage, une confiance dans le vivant et surtout des clés pour revenir le jour où ils devront y revenir. Parce que ils vont vivre leur adolescence et c'est pas moi qui vais leur interdire de vivre leur adolescence qui est souvent en opposition, tu vois, ils vont avoir besoin de se construire. Ce que j'ai envie, c'est qu'ils aient des valeurs fortes de connaissance du vivant et des lois et des principes du vivant qui fassent que le jour où ils se diront « Oh là, mais là, ça va plus », ils aient tout ce bagage qui leur permet de revenir, entre guillemets, à la maison. Et donc, j'essaie de leur faire vivre vraiment ces lois du vivant que j'ai décrites dans les différents échanges qu'on a eus tous les deux, de manière joyeuse et ludique et non pas coercitive, parce que je ne crois pas aux vertus de la coercition pour l'apprentissage, ça ne marche pas. On apprend dans la joie, on apprend dans le plaisir et non pas dans la contrainte. J'essaie de leur montrer aussi, de leur illustrer. Et puis, bon, bien sûr, de par les choix de vie que j'ai faits, de par le fait qu'ils se développent en pleine montagne, en pleine campagne, il y aura une culture qui est la leur, qui ne sera pas du tout la même que celle qu'ils auraient en habitant en ville. Donc, de fait, de toute façon, ça déteindra sur eux, automatiquement. Je vois le petit dernier, il a passé l'été à être pieds nus dehors, à moitié tout nu au soleil. Si je l'avais élevé en ville, ça n'aurait pas été possible. Donc, des fois, les gens me disent « Ah, mais t'as pas l'impression que tu lui fais rater quelque chose ?» Je dis « Mais bien sûr que je lui fais rater quelque chose. Mais comme ça serait la même chose si je l'avais élevé dans un appartement en plein Paris. Je lui aurais fait rater d'autres choses et je lui aurais apporté d'autres choses. » Donc, en tant que parent, j'ai fait des choix. Je lui transmets ce qui est, moi, le modèle qui me fait vibrer le plus. Et il aura tout lieu, lui, de le rejeter quand il voudra le rejeter. C'est tout. De toute façon, il est là et il est arrivé là avec les parents qu'il a. C'est tout. Oui, tu crois qu'aujourd'hui, effectivement, le fait de s'entasser dans les villes, bon, pour des raisons qu'on connaît, de travail, et puis la société a évolué comme ça, aujourd'hui, il y a vraiment un retour à la terre nécessaire à faire, déjà pour se réapproprier notre autonomie alimentaire. D'ailleurs, dans le film Régénération, enfin, j'y reviens encore, il y a vraiment cette analogie entre le fonctionnement de nos écosystèmes intérieurs et extérieurs qui ne sont en fait pas séparés et qu'on a séparés. Et ce parallèle entre la terre, l'humus, le compost et puis le microbiote, aujourd'hui, ces vies dans les villes nous déconnectent en fait de nos écosystèmes extérieurs et intérieurs. Quelque part, pour toi, il y a vraiment une urgence à revenir dans les campagnes, à la terre? Alors, j'aurais tendance à dire oui, mais sans vouloir non plus stigmatiser les gens qui habitent en ville, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, je suis parfaitement heureux ». Disons que pour répondre à ta question, il y a plusieurs façons de le voir. D'un point de vue pragmatique, oui, il y a urgence parce que actuellement l'essentiel de la nourriture qui est consommée en France, par exemple, elle vient de l'extérieur, ou alors elle est produite à grand renfort d'une agriculture qui est axée sur le pétrole. C'est sans jouer les oiseaux de mauvais augure, il y aura une fin du pétrole, que ça soit dans 50, dans 100 ou dans 150 ans, il y aura une fin. Et il y a grande nécessité qu'il y ait quand même plus de monde qui revienne de la production alimentaire locale et ainsi de suite. Ça, pour moi, c'est incontournable. Mais c'est surtout que je pense que pour être pleinement réalisé, un individu doit avoir dans sa vie un espace dans lequel il est pleinement acteur et pleinement créatif. Et il me semble que on accède à cela plus facilement dans des environnements ruraux que dans des environnements urbains. Mais c'est pas inéluctable, parce que tu as des gens qui vont me dire, moi je suis pleinement actif et pleinement réalisé en environnement urbain. Je pense que parfois ça manque cruellement. On est plus dans une situation de consommateur en ville que de créateur. Mais je te dis, c'est pas un absolu. Donc
voilà moi pourquoi je pense qu'effectivement chacun doit au moins se poser la question, se dire est-ce que je suis heureux dans l'environnement dans lequel je suis actuellement, honnêtement, et essayer d'envisager des solutions, parce que le problème c'est que comme toujours pareil, la première guerre elle se passe au niveau de notre mental et de nos imaginaires. Et c'est vrai que l'essentiel de ce qui nous est montré de la vie, enfin je sais pas, quand tu vas à la télévision, globalement quand on nous montre la campagne, c'est un petit peu comique et caricatural, tu vois, c'est la bouse de vache et les vieux tracteurs pourris, quoi. Enfin, je sais pas, mais moi, quand je regarde la télé, des fois, l'image qui est donnée de la campagne, je dis, sérieusement, c'est une image d'urbain qui caricature la campagne. Et oui, ça me fatigue parce que moi, j'ai envie de lui dire, mais viens chez moi et tu vas voir ce qui s'y passe. Et il y a un foisonnement de vie, de créativité, de joie. Je suis pas seul à vivre dans ma campagne. Il y a énormément de jeunes qui habitent dans cette campagne, qui sont parfaitement heureux. Et on a une vie culturelle, et il y a des arts, et il y a de la musique, et il y a de la création tout azimut. Je veux dire, c'est pas la ville et les arts ou la campagne et la bouse de vache, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est vrai que parfois, je trouve que nos imaginaires sont beaucoup trop marqués par un imaginaire urbain et qu'il est peut-être important pour chacun de faire le point et de voir est-ce que je suis satisfait. S'il est satisfait, ben, qu'à cela ne tienne, tout va bien. Aujourd'hui, tu t'es réapproprié ta souveraineté alimentaire, tu fais pousser tes fruits et légumes, enfin en tout cas en partie, puisque c'est difficile d'être autonome et locavore à 100%. Mais en tout cas, tu cultives? En partie. En très grande partie, oui. En très grande partie, oui. Au niveau du potager, on n'est pas encore au 100% d'autonomie. Le but n'étant pas d'être autonome pour se défier des autres, mais pour la joie de produire soi-même et d'échanger. On n'est pas à 100% autonome au niveau du potager. Au niveau des fruitiers, comme on s'est installé il n'y a pas si longtemps, c'est en cours de pousse. On a des poules, donc au niveau des œufs, ça par contre, et ainsi de suite, on a tout ça. Et oui, je vais dans ce sens-là. Et franchement, si tu me demandes quels sont mes buts à terme, bon, j'ai mon activité, mais j'aimerais me mettre à produire des vêtements, à fabriquer des vêtements. J'aimerais me mettre, à être responsable et acteur. Alors pas seul, mais en petite communauté, on va dire, de ce qui est l'essentiel de mes besoins vitaux. Je construis ma maison, voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi. C'est très très important. Et oui, je vise dans un petit périmètre, on va dire, à être autosuffisant. Ouais, pour moi, c'est très satisfaisant. On n'a pas parlé de la qualité de l'eau et on sait que nos corps sont constitués, selon les statistiques, à 80, entre 70 et 80-90% d'eau. J'ai vu des chiffres assez différents sur le sujet. Enfin, en tout cas, on est constitué, l'eau est un élément très important de nos constitutions et donc boire une eau de qualité aujourd'hui est devenu difficile. Quelles sont tes recommandations à ce sujet, sachant que quand on boit des jus, bien entendu, on boit l'eau des jus, qui est une eau de grande qualité, bien entendu. Oui, et ta remarque est très juste. Alors c'est clair que cette question de l'eau est vraiment primordiale pour moi. Et d'ailleurs c'est amusant parce que j'ai l'un de mes enfants, quand on cherchait une maison, son critère, il me disait je veux une maison où on peut boire l'eau au robinet. C'est vraiment parce que il avait compris qu'il y avait des endroits où on peut pas boire l'eau, c'est-à-dire que dans la plupart des villes, l'eau qui est traitée au chlore et tout n'est pas consommable, elle n'est pas potable. C'est une eau qui n'est pas bactériennement infectée, mais elle n'est pas potable pour le Absolument. corps. Donc nous, on a la chance d'avoir une source directement sur le terrain, et l'eau, je la prends directement à ma source. Ensuite, quand on est en ville, c'est compliqué. C'est clair que c'est compliqué parce que l'eau qui sort des robinets n'est pas une eau adaptée au corps humain. Et moi, j'ai souvent tendance à dire aux gens, effectivement, privilégier l'hydratation par les fruits et les légumes, qui, s'ils sont consommés en quantité, apportent vraiment une part essentielle de l'eau. Et ensuite, alors il y a différents systèmes, on va dire, qui vont permettre d'avoir une eau de qualité, mais ce sont des systèmes qui vont filtrer l'eau pour enlever les polluants majeurs que sont, par exemple, alors le chlore, le fluor qu'on va retrouver dans l'eau et qui sont des produits toxiques pour le corps humain. Donc on te parle de distillation, d'osmose inverse, de dynamisation de l'eau. Il y a énormément de systèmes. Le problème, c'est que je suis toujours sceptique parce que on utilise de la technologie pour répondre aux affres de la technologie. Et je suis jamais fanat de ça. Moi, j'ai tendance à dire peut-être effectivement, ça vaut le coup à un moment de se poser la question, est-ce que c'est si normal que ça que l'eau, qui est un besoin vital, elle demande autant de travail, de technologie et d'élaboration pour que je puisse la consommer? Est-ce que ça, c'est pas déjà le point de départ d'une remise en question de ces conditions de vie? Parce qu'il y a l'eau, et puis un jour, ça sera l'air, c'est-à-dire que tu devras acheter des systèmes pour purifier ton air, ça existe de plus en plus, mais tu vois, il y a un moment où il faut se dire peut-être on peut sortir de la situation par une surenchère technologique, ou on peut sortir mais simplement arrêtant les problèmes, c'est-à-dire en revenant à un air de qualité. Et quand tu vis par exemple avec suffisamment d'arbres autour de toi, tu sais que ton air il est filtré en permanence. T'as pas besoin d'acheter des filtres à particules.
voilà, c'est Ouais, une proposition. bien sûr, le bon sens toujours. Alors Thierry, on arrive à la fin de ce podcast et j'aimerais te poser. Alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent que effectivement c'est une série de 3 podcasts qu'on peut les écouter indépendamment les uns des autres. Et j'aimerais te poser cette question finale qui est: quelle est ta plus belle et ta plus grande espérance pour le monde aujourd'hui? Un peu en conclusion de cette série pour s'élever vers une note d'espérance et d'optimisme. Ah là là, piégeux ça, je m'y attendais pas à celle-là. Je cherche pas du tout à te piéger d'ailleurs. Non, pas du tout. Non, je l'entends bien. Il y a aucun problème de ce côté-là. Ma plus grande espérance. Écoute, ma plus grande espérance va quand même aller dans le sens de ce qu'on disait précédemment. C'est-à-dire que je pense que nous souffrons actuellement des systèmes hautement hiérarchisés dans lesquels nous sommes complètement déconnectés des choix essentiels qui déterminent notre vie. Et ma plus grande expérience, c'est que l'humain revienne à des systèmes, on va dire, beaucoup plus de micro-sociétés connectées entre elles, mais des systèmes dans lesquels il redevient pleinement acteur et décideur de ce que sont ses conditions de vie. Parce que pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand on me dit, voilà, la nourriture que tu dois consommer, c'est celle-ci parce qu'il n'y a rien d'autre, l'eau que tu dois consommer, c'est ça, tes enfants, ils doivent être traités de telle ou telle manière, pour moi, c'est inacceptable. Et je pense que tous, peu ou prou, on en souffre. On a tous besoin d'être acteurs, d'être créateurs, d'être responsables et d'avoir en main la matière de notre propre vie. Et je crois aussi, moi, aux vertus de la communauté comme un espace de sécurité dans lequel on est avec des personnes avec qui on bâtit des liens durables. Et ça, actuellement, tu vois, les amis sur Facebook qui vont, qui viennent, ça ne répond pas à ce besoin-là. On a appelé ça des amis, mais c'est un leurre, c'est un mensonge éhonté. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister, mais ça veut dire que ça ne répond pas aux besoins de l'individu. Donc profond, oui, en tout cas, moi, aux aspirations profondes de l'individu. Moi, mon espérance, c'est que chacun ait les moyens de prendre un temps dans sa vie pour faire le bilan et aller vraiment vers ce qui est le domaine de son rêve. Qu'est-ce qui le fait vraiment vibrer et qu'il ne soit pas entravé pour aller vers là et y aller radicalement. Aller vraiment vivre la vie dont il a rêvé et dont il rêve au plus profond de lui-même. Et tu sais, c'est un peu comme la fameuse histoire de Citizen Kane, quoi, du film Citizen Kane, où à la fin de sa vie, il répète le nom de ce traîneau, la Rosebud. On aura beau faire, on aura beau se donner des allures, on aura beau s'habiller bien, savoir des belles bagnoles et ainsi de suite. Nos rêves les plus profonds, ils restent au fond de nous. Et l'écart qu'il y a entre nous, notre mode de vie et nos rêves détermine le niveau de stress que l'on vit au quotidien, malgré les apparences et malgré les airs qu'on se donne. Et ma plus belle espérance, c'est que chacun de nous, il puisse aller vraiment vers son rêve qui est enfui au fond de lui et qui soit heureux. Ça, vraiment, je pense que c'est important. Et on ne peut bâtir un beau monde qu'à partir d'individus qui sont individuellement heureux, satisfaits dans leur mode de vie. C'est quand même un challenge individuel au final, hein, parce que c'est une somme d'individualité, tout ça. Bien sûr. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment pour cette conclusion et ces très belles paroles inspirantes et qui ne manqueront pas, j'en suis sûre, d'inspirer toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et j'espère qu'ils nous ont suivis avec autant de passion et de plaisir qu'on a eu à discuter tous les deux. Thierry Casasnovas, je te remercie infiniment pour ce temps que tu as consacré à Féminin Bio et à ce podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et je suis sûre que après t'avoir écouté, chacun en conscience justement et dans son cœur et dans la plus pure conscience de son cœur aura rallumé des petites étincelles. Et pour ça, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie de m'avoir laissé la place comme ça. Je suis très touché aussi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.